Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez pour faire un test micro? Oui, on Ok, vous entend. parfait, merci beaucoup. Alors, je pense que Léna devrait être en ligne avec nous. Léna, si tu es en ligne, est-ce que tu peux activer ta caméra, s'il te plaît? On va espérer qu'elle est là. Oui, je suis Là, là. voilà. On entend. Ok, très bien. Donc, alors, bonjour à tous. Le thème de cette présentation est l'exercice vétérinaire équin. Moi, je suis docteur Mescoulès, je travaille à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, donc je suis le chirurgien de la clinique. Je devrais même dire chirurgien senior, mais ça me fait un petit peu mal de dire ça. Euh, et l'autre personne qui est présente là pour l'instant visuellement, histoire que vous connaissiez nos têtes avant qu'on vous raconte des choses, c'est Léna André. Léna est interne actuellement à la clinique équine à Maison-Alfort. Et donc, va être un petit peu l'intervenant junior parce que je trouvais intéressant d'avoir deux personnes. On avait fait ça l'an dernier et c'était sympa. D'abord parce que moi, je vais vous parler de différentes choses concernant la pratique vétérinaire avec l'expérience que j'ai. Et Léna, elle, on va dire, rentre dans le métier. Donc, elle nous parlera, elle, de ses impressions. Et puis, elle est un petit peu plus proche de sa formation quand même que je ne le suis. Donc, pour répondre aux questions que vous avez peut-être par rapport à votre formation, ça me paraît mieux, en tout cas, certainement plus d'actualité. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est partager un PowerPoint et puis on va attaquer la conférence. L'an dernier, il me semble que j'avais un petit peu moins, enfin plus, non, moins de temps. Donc, la conférence ne va pas forcément durer 1 heure, mais ça nous laissera plein de temps pour les questions. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir, je vais me présenter en premier pour vous raconter un petit peu mon parcours. Léna va faire de même. Ensuite, je vais vous faire la présentation de la conférence et puis ensuite, on passera à un temps de discussion pendant lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, la première information, c'est que Léna a failli faire cette conférence toute seule quand même parce que, et ça, c'est l'avis du praticien, il y a quelque chose qui s'appelle les urgences. Et donc, écoutez, la nuit dernière, en 3 heures, j'ai rentré 3 urgences, j'en ai opéré une toute la nuit, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit et je suis quand même avec vous aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Voilà, donc c'est un petit peu notre quotidien en tant que praticien. On sait, on a un planning prévu le matin, c'est pas forcément la même chose qui se passe par la suite. Donc là, c'est du live direct. Alors, je vais essayer de partager mon PowerPoint. Donc, Léna, je pense que momentanément, on va couper les caméras. Hop, voilà. Et où est-ce qu'il est ce PowerPoint? Tuc, tuc, tuc. Oh, alors, on va faire ça comme ça. Toc, toc, toc. Je vais le charger, puis vous allez me confirmer si vous le voyez bien. Bon, il y a plein de choses dans mon ordinateur. Voilà. Ça doit être... Non, c'est pas celui-là du tout. Toc, toc, toc. Alors, on va faire différemment. Parce que normalement... Attendez, normalement, il se charge tout de suite parce qu'il est ouvert. Alors sinon, je vais partager mon bureau. On va faire ça comme ça. Voilà. Et si je fais ça... Tac, tac. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Alors, il n'y a plus personne qui me parle. Ouais. Vous le voyez, c'est parfait. Très bien. Oui, c'est un petit exercice un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partager la chose directement, mais bon, on va y aller comme ça. Donc, je vais prendre le micro en premier, et puis ensuite, Léna, à un moment donné, c'est Léna qui va continuer. Donc, la pratique vétérinaire équine, c'est le thème de la conférence de maintenant. Alors, on est, nous, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Hop, 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 on se calme, on revient. Nous sommes à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, qui est une école vétérinaire qui s'inscrit dans l'histoire, hein, comme vous le savez. C'est la plus ancienne école vétérinaire encore sur site actuellement.
enseignement. Donc vous avez une jolie gravure là qui illustre la pratique à l'époque, hein, avec beaucoup de monde qui regardait et des démonstrations faites avec un matériel plutôt rudimentaire. Donc c'est pas la plus ancienne école vétérinaire au monde, hein, ça c'est l'école de Lyon, mais nous sommes encore dans les murs. Alors ça a un petit charme historique et tous les alforiens sont extrêmement attachés au site. Après, ben, il faut vivre avec son temps également et les évolutions modernes et en particulier technologiques sont faites au fur et à mesure. Donc, pour compléter ma présentation, je suis donc le docteur Mespoulès-Rivière. J'ai été diplômée de l'école d'Alfort, justement. Je suis un pur produit du cru, en 1998. J'ai ensuite fait un internat pendant 1 an, et toujours à la clinique équine à l'ENVA. Et ensuite, eh bien, je suis partie, je ne sais pas pourquoi il change tout seul, je suis partie en internat privé, en clinique privée, pendant 1 an en Belgique. À l'issue de ça, ben, je suis restée à l'étranger pendant 6 ans en clinique privée et je me suis spécialisée en chirurgie. Et par la suite, je suis revenue, donc on revient au bercail, en 2006 à l'école d'Alfort, et j'ai pris un poste d'enseignant en chirurgie. Pendant de cet enseignement, j'ai également passé ce qu'on appelle le Collège européen de chirurgie, donc c'est une spécialisation, diplôme que j'ai obtenu en 2009. Et puis, bah, comme ensuite on faisait de la pratique, mais un petit peu de recherche aussi, parce que ça fait partie hein, du travail, en particulier des enseignants en général dans les écoles vétérinaires. Il y a une grosse partie d'entre eux qui fait de la recherche. Et bien, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat ou thèse d'université, ou un PhD en anglais, de recherche clinique sur les affections laryngées du cheval. Et en particulier les traitements type réinnervation tirés de la médecine humaine. À titre indicatif, je suis également membre du conseil d'administration et présidente du conseil scientifique de l'AVEF. L'AVEF, c'est l'association des vétérinaires équins français. Et c'est, on va dire, l'association qui à la fois intervient dans la formation continue des praticiens et défend également les intérêts des professionnels, hein, que sont les vétérinaires, par rapport à des évolutions réglementaires. Donc on a pas mal de dossiers et donc je travaille pas mal pour cette association. Et en particulier au sein de cette association, eh bien, je m'occupe de ce qu'on appelle les juniors, qui sont les étudiants vétérinaires qui s'intéressent à cette association et qui font pas mal d'activités à l'école vétérinaire avec des conférences, des TP, des sorties, qui leur permet un petit peu de mettre déjà un pied dans la profession. Parce qu'ils côtoient des vétérinaires à différentes occasions et c'est une façon un petit peu de rentrer dans la vie active en avance et surtout de s'informer un petit peu du milieu dans lequel ils vont évoluer par la suite. Donc je vais passer la diapositive suivante et là je vais laisser Léna prendre le micro pour se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Léna André, je suis fraîchement diplômée de l'ENVA puisque j'ai passé ma thèse le 28 octobre de cette année. Là je suis en train de donc faire un internat qui est divisé en 2 parties sur le site de l'école vétérinaire d'Alfort et au CIRAL où je suis actuellement donc en Normandie, donc principalement de la locomotion. Je me destine principalement à une activité équine plutôt pure, je pense, mais j'aime également l'activité canine, donc pourquoi pas une activité mixte équine-canine. Pour l'instant, je m'orienterai plutôt vers de l'ambulante, mais c'est assez difficile de choisir encore à ce stade. J'ai un intérêt assez marqué pour la médecine et j'ai également travaillé en clinique de jour et en garde en activité petite animaux. Parfait. Les personnes qui interviennent et qui suivent la conférence en tant qu'organisateurs, hein, si jamais il y a un problème avec le PowerPoint, ou surtout vous me le signalez oralement, hein, parce que comme j'ai partagé mon bureau, en fait, j'ai pas le chat en direct, donc je mettrai le chat pour les questions après. Juste aspect pratique. Donc voilà, donc Léna, elle commence dans le métier parce que en fait c'est sa première activité année, on va dire semi-professionnelle, hein, parce que en internat, les élèves, j'allais dire, enfin plus exactement les vétérinaires, parce que Léna est diplômée fraîchement d'ailleurs, parce qu'elle a passé sa thèse il n'y a pas longtemps. Eh bien, ils commencent à mettre le pied dans la profession avec beaucoup plus d'autonomie et une prise en charge de cas, bien sûr encadrée parce que c'est notre travail, hein, c'est la formation complémentaire de spécialisation, et c'est l'occasion de finir un petit peu la formation en poussant un peu plus certains aspects de spécialisation avant
éventuellement de partir en activité effectivement derrière, voire de se spécialiser. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des résidences, ce que j'ai fait moi pour la chirurgie. Alors peut-être que l'ENA elle ferait ça en médecine, je ne sais pas. Mais voilà, on peut aller un peu plus loin dans la formation. Parce que la formation de base qu'on obtient à l'école vétérinaire, c'est une formation qui permet de pratiquer de façon générale. Mais en général, quand on veut faire de l'équine pure, c'est vrai que les étudiants sont souvent plus, on va dire, plus confortables, ou ça rassure certaines personnes de faire une activité complémentaire pendant un an, de façon à vraiment arriver avec un maximum de bagages, parce que la formation vétérinaire est quand même une formation très complète, avec un référentiel complexe, beaucoup d'informations à assimiler pendant les études, et il est difficile bien sûr de rentrer en profondeur pour toutes les espèces au cours de ce qu'on appelle le tronc commun, et voire même la dernière année, la 5e année, qui est une année un peu plus de spécialisation, mais on a du mal un petit peu à survoler l'entièreté d'une espèce. C'est l'intérêt éventuellement de faire un internat dernière, et l'internat est également la voie obligée si jamais on veut faire une spécialisation plus universitaire. Alors pour continuer par rapport à la profession vétérinaire équine, qui est plus effectivement mon domaine, pour vous donner un petit peu une information, en termes de pratiques vétérinaires en France, du point de vue équin, eh bien, il y a différents types de praticiens. Il y a en praticiens libéraux, les praticiens qui ont une activité équine partielle, ce qu'on appelle les mixtes. Il y en a environ 2400, ce qui représente pas tout à fait 13% de la profession. Les praticiens libéraux qui ont une activité équine pure sont moins nombreux, environ 600, ce qui représente un pourcentage inférieur. Et vous avez sur la carte la répartition potentielle de ces vétérinaires, associée évidemment au nombre d'établissements équestres. Donc, vous voyez un petit peu les régions d'intérêt, là où il y a plus de vétérinaires équins. Vous constatez qu'il y a quelques zones où c'est un peu désertique. Là où c'est blanc, il n'y a pas grand monde, ni beaucoup de vétérinaires, ni beaucoup de chevaux. Ceci étant, il y a quand même des chevaux, et ces praticiens, ces personnes-là ont besoin d'un vétérinaire. D'où l'importance des praticiens mixtes aussi, qui couvrent différentes espèces et qui permettent d'assurer un maillage de ce territoire. Et c'est vrai qu'il est très important que le cheval ne soit pas réservé uniquement, j'allais dire, aux personnes qui font que de la pratique pure, parce qu'on a besoin de pouvoir répondre à la demande de l'ensemble du territoire sur le point de vue des soins aux équidés. Les praticiens vétérinaires peuvent également être des praticiens qui sont salariés, salariés d'entreprise, ou des fonctionnaires, comme moi. Ça, c'est très clairement, j'ai un poste de fonctionnaire. L'activité ensuite, eh bien, elle va se présenter sous différentes formes. L'activité peut être itinérante, c'est-à-dire qu'on peut avoir purement son matériel à la maison et une voiture bien fournie, et aller vraiment uniquement faire une activité de terrain. Cette activité itinérante pouvant être couplée à éventuellement un petit cabinet vétérinaire. Le cabinet vétérinaire, théoriquement, c'est un endroit où on ne peut pas hospitaliser. C'est purement un endroit où éventuellement on peut avoir une salle de consultation, mais il n'y a pas de capacité d'hospitalisation. La capacité d'hospitalisation, elle commence assez souvent au stade de ce qu'on appelle la clinique vétérinaire, alors qu'il va avoir une taille variable, mais il y a pas mal de cliniques vétérinaires qui ont 2-3 box, qui vont leur permettre d'hospitaliser quelques cas et de faire souvent de la chirurgie de première intention, du type castration par exemple, debout ou sous anesthésie générale, ou certaines interventions qui ne nécessitent pas un équipement trop important. Donc la taille de ces cliniques vétérinaires est variable, ça dépend du nombre de personnes qui y travaillent et de la structure. Et puis le niveau d'après, c'est ce qu'on appelle les centres hospitaliers vétérinaires. Donc ce sont aussi des cliniques vétérinaires, mais qui ont des moyens différents, parce que l'organisation en fait est régie par un cahier des charges. Et ce cahier des charges implique qu'un centre hospitalier vétérinaire doit avoir un certain nombre de capacités en termes de locaux, en termes d'équipements, en termes de personnel et en termes d'activité. C'est-à-dire qu'un CHV, normalement, doit être ouvert 24 heures sur 24, assurer les urgences 365 jours sur 365. Et actuellement, des CHV équins en France, il n'y en a que 2. Donc c'est quand même quelque chose qui demande on va dire, des équipements particuliers, et on ne peut pas s'autoproclamer CHV. C'est tout à fait régi par des conditions spécifiques, et régi en particulier par l'ordre des vétérinaires.
Une particularité des centres hospitaliers vétérinaires, c'est qu'il existe des centres hospitaliers vétérinaires universitaires, qui ne sont pas donc les deux que je viens de vous citer, et ces centres hospitaliers universitaires vétérinaires correspondent aux cliniques des écoles vétérinaires qui ont cette capacité-là. Et puis, une autre catégorie de vétérinaires exerce purement dans des postes dits administratifs et globalement, ça peut être des fonctionnaires qui vont travailler, par exemple, pour l'inspection des viandes ou l'inspection vétérinaire. Donc, il y a différents postes hein, dans l'administration qui peuvent être attribués à des vétérinaires. En ce qui concerne la pratique vétérinaire, hein, au sens plutôt praticiens libéraux, je vous ai donc expliqué les différentes structures dans lesquelles pouvaient évoluer hein, ces vétérinaires. Je vais maintenant vous parler du fonctionnement, de comment est-ce que ça fonctionne en France. Le principe hein, par rapport à la prise en charge de cas est ce qu'on appelle un principe de réseau, c'est-à-dire qu'il y a différentes personnes qui interviennent et l'idée, c'est d'avoir une possible consultation prise en charge sur le terrain, hein, en urgence par exemple, hein, si pour prendre un exemple, mais cette gestion sur le terrain va en fait fonctionner selon un espèce de maillage, et en fonction des cas, on va choisir telle ou telle conduite à suivre. Si jamais la prise en charge sur le terrain est quelque chose d'assez classique ou qu'on maîtrise, parce qu'on a chacun son niveau d'expérience, à ce moment-là, le vétérinaire praticien va mettre en œuvre la gestion adéquate, un traitement, et va gérer le cas. Dans certains cas, il aura besoin pour ce faire de prendre des informations complémentaires, et donc c'est un petit peu comme dans les jeux télévisés, hein, c'est l'appel à un ami, ben là c'est l'appel à un confrère, qui va permettre de lui donner effectivement des informations complémentaires et de le recommander, de lui recommander ou de lui donner des astuces techniques par rapport à une prise en charge ou des recommandations du point de vue pronostic par exemple. Cette prise d'information peut mener toujours à la gestion du cas par le même vétérinaire sur le terrain sans forcément déplacer le cheval. A contrario, dans certains cas, la prise d'information amène à la conclusion que des examens complémentaires sont nécessaires ou qu'une prise en charge spécialisée est nécessaire, avec des moyens éventuellement plus poussés. Et on a ce qu'on appelle un référé vers une structure spécialisée, donc c'est la flèche verticale. Hein. Donc là, on va en fait finalement passer de la première ligne qu'est le vétérinaire praticien sur le terrain vers la seconde ligne que seront les structures spécialisées. Et effectivement, l'animal sera transporté dans cette structure-là avec les conditions qui s'imposent et la prise en charge adéquate par rapport à ce transport, de façon à être lui pris en charge, mais cette fois-ci en changeant le lieu, puisque on estime que cette prise en charge doit être plus spécialisée. Tout cela pour vous montrer qu'en fait, le principe de la pratique vétérinaire sur le terrain, c'est vraiment un système de maillage. Donc il va y avoir la première ligne, la seconde ligne, voire parfois la troisième ligne, quand on va transférer encore le cheval ou faire venir éventuellement un confrère encore plus spécialisé pour quelque chose de très spécifique. Et tout cela fonctionne en bonne adéquation avec la communication nécessaire. C'est-à-dire que le principe en fait de communication, c'est des allers-retours, et c'est la communication entre le praticien qui s'occupe de l'animal et le propriétaire, ou éventuellement une communication triangulaire entre le praticien, le propriétaire et un troisième vétérinaire ou un spécialiste qui va donner des conseils soit à distance, soit recevoir l'animal. Ceci est sous-tendu, enfin tout ce système est sous-tendu par la nécessité de ce qu'on appelle la permanence et la continuité des soins. On ne peut pas, en tant que vétérinaire, dire bon ben voilà, je pars en vacances pendant 15 jours, je ne mets pas de répondeur téléphonique, et puis les clients, débrouillez-vous. Ça, c'est strictement interdit, et c'est régi par ce qu'on appelle l'ordre vétérinaire, parce qu'il faut pouvoir répondre à la demande de propriétaire et surtout assurer ce qu'on appelle la continuité des soins.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre de vacances. Ça veut dire que il faut faire en sorte que le patient et donc le client puisse trouver une réponse à ces questions ou une prise en charge adéquate si c'est nécessaire, et donc organiser la continuité des soins par exemple, laissant un message sur le répondeur téléphonique en disant de s'adresser à tel vétérinaire parce que c'est lui qui prend la suite pendant votre absence. Et en général, il y a un contrat qui est passé entre les deux structures, justement, vétérinaires. Mais ça, c'est très important. C'est vraiment l'aspect continuité. Et c'est vraiment une obligation légale. Et évidemment, si vous étiez vous-même propriétaire, et dans le cas présent, je pense que vous apprécieriez de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau si jamais vous avez une question à poser à votre vétérinaire et qu'il est aux abonnés absents. Donc c'est quelque chose qui est important dans le fonctionnement. Le praticien équin, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la répartition territoriale, il peut avoir une activité qui est mixte ou en équine pure. Il a plusieurs rôles. Il a un rôle de suivi sanitaire et en particulier un rôle dans la prévention des maladies infectieuses. Donc, il est censé donner des conseils de vaccination, faire en sorte que les protocoles de vaccination soient respectés, c'est-à-dire qu'on va, exactement comme en canine d'ailleurs, on va envoyer des rappels pour ne pas oublier les rappels de vaccination nécessaires, prendre en charge la vaccination des poulains, gérer les cheptels quand c'est des cheptels d'élevage. Donc ça, c'est on va dire le premier étage de la prévention des maladies infectieuses. Il y a un deuxième étage qui est ce qu'on appelle la visite sanitaire équine obligatoire, qui est maintenant très clairement mise en place depuis 2019. C'était assez récent l'an dernier, maintenant ça se met en place. Bon, avec évidemment les difficultés administratives de démarrage d'un système, mais c'est quelque chose qui a été mis en place conjointement par les associations vétérinaires, l'IFCE et le réseau d'épidémiosurveillance des maladies chez le cheval. Et donc, le vétérinaire doit finalement passer des informations et contrôler, faire un suivi sanitaire sur les détenteurs de chevaux, que ce soit des détenteurs particuliers ou encore des détenteurs d'effectifs, comme dans un centre équestre ou chez un éleveur. Tous les ans, donc, il doit effectuer ce qu'on appelle cette visite sanitaire équine obligatoire qui permet de faire un point à date de l'état du cheptel ou des animaux suivis et avec un thème de visite qui va varier. Donc, c'est un espèce d'entretien et de check-up de l'effectif. Et le thème de visite va varier. Ça pourra être une année telle maladie infectieuse, un point sur la grippe, l'année suivante, un point sur la prise en charge des traitements antiparasitaires. Donc, ce thème de visite va varier tous les ans. L'idée est un peu de faire un suivi et de maintenir à niveau les connaissances aussi, on va dire, scientifiques et sanitaires des détenteurs d'équidés. Et dans un petit peu la même logique, le vétérinaire a un rôle d'information sur tout ce qui concerne les modalités de détention, d'enregistrement, d'identification des équidés, parce que c'est également son rôle de veiller à ce que ça soit fait correctement pour pas mal de choses d'un point de vue traçabilité de la filière en particulier. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler des scandales alimentaires qu'il y a eu il y a quelques années. Voilà, le rôle du vétérinaire est très important pour essayer de limiter ce genre de problématiques et donc de renforcer la surveillance du point de vue enregistrement, identification. Ceci a également des impacts en termes de consommation dans la filière viande, parce qu'il y a une filière viande côté cheval, parce que il faut faire attention à ce qu'on appelle les résidus médicamenteux, et tout ça, c'est vraiment de la responsabilité du vétérinaire de faire attention à ce que cette traçabilité soit présente. Donc c'est un rôle non négligeable avec pas mal d'obligations réglementaires, mais c'est important parce que la filière équine fait intervenir de nombreux acteurs, et le garant du côté sanitaire, c'est le vétérinaire. Alors, outre bien évidemment cet aspect de suivi sanitaire, comme je vous disais, il a également un rôle de gestion de la médecine préventive. Donc, la médecine préventive, ce qu'on appelle la médecine préventive en pratique vétérinaire, et pas uniquement dans les équidés, c'est tout ce qui est vaccination, les traitements antiparasitaires qui sont importants, qui vont être adaptés en fonction des équidés concernés, du cheptel, de l'âge, etc., de suivi de parasitisme. Les soins courants type soins de dentisterie, qui sont en particulier très importants à mettre en œuvre régulièrement chez les animaux âgés. On parle de gériatrie chez les chevaux également. Ça se développe de plus en plus parce que on va dire un petit peu comme les hommes,
les chevaux vivent plus longtemps qu'avant, parce qu'ils sont plus pris en charge médicalement. Globalement, eh bien, il est important de suivre ça également. Et donc, la dentisterie est vraiment une activité qu'il ne faut pas négliger parce que c'est une part importante de l'activité. Il y a maintenant des conditions réglementaires qui permettent l'activité d'une autre profession qu'on appelle les techniciens dentaires équins. Qui sont à différencier des dentistes. Hein. Il n'y a pas de diplôme de dentiste vraiment officiel en France. Le diplôme en question, c'est le technicien dentaire équin, qui a des prérogatives bien précises dans le milieu pour la gestion des chevaux et qui doit travailler en particulier en partenariat avec un vétérinaire, parce que le fameux technicien dentaire équin, ou dentiste, parce que c'est couramment appelé comme ça, n'est par exemple pas du tout autorisé à sédater un animal. La gestion de la sédation est purement du registre vétérinaire et donc il est important que ce travail se fasse en partenariat pour permettre un suivi adéquat des animaux. Dans la série médecine préventive, il y a également les conditions de détention, hein, ce qu'on appelle le bien-être animal. Vous avez à droite qui est imagée ce qu'on appelle la charte du bien-être équin, qui a été établie il y a maintenant à peu près 2 ans hein, officiellement par l'ensemble des associations, alors qu'elles soient vétérinaires ou de protection animale, mais également les sociétés des courses, pour le trot, pour le galop, l'IFCE. Donc toutes ces associations se sont regroupées et ont essayé de travailler ensemble pour mettre en œuvre une charte de façon à ce que ça soit quelque chose d'universel en France, avec des mesures bien précises. Hein. Vous voyez qu'il y est fait mention de la relation de confiance lors de la manipulation des chevaux, ça c'est la mesure 1, de l'alimentation correcte et l'approvisionnement en eau, d'un cadre de vie aménagé de façon à prévenir les risques de blessures, de structurer l'environnement des chevaux de façon à leur permettre d'exprimer leurs besoins naturels et leurs comportements naturels, sociaux en particulier, de définir les bonnes pratiques et éviter les pratiques à risque, et de les soigner correctement tout au long de leur vie en adaptant, les thérapeutiques mises en œuvre en fonction de l'âge des chevaux, et ça implique également la gestion de la fin de vie, hein, ce qu'on appelle la fin de vie, c'est-à-dire ce que devient un cheval à l'issue de sa carrière ou de sa vie tout court en tant que particulier par exemple. Voilà, tout ça c'est vraiment c'est du début à la fin, et il est important que les professionnels gèrent ces aspects-là, et nous sommes en tant que vétérinaires garants de l'application de cette charte de bien-être qu'il faut donc largement communiquer et surtout faire appliquer. Et donc, ce qui va avec la médecine préventive, c'est également la gestion de la réglementation. Hein. Je vous parlais de vaccination. Quand on travaille avec des animaux qui sont des athlètes, par exemple, et qui vont tourner dans des compétitions nationales ou internationales, il est impératif que les réglementations qui s'y rapportent soient suivies. Et il faut d'ailleurs faire très attention, hein, parce que, par exemple, pour les vaccinations, à titre d'exemple, la réglementation nationale n'est pas forcément la même que la réglementation internationale. Donc, ça nécessite de faire attention à des petits détails. Mais qui font partie de notre travail, parce que nos clients finalement ce sont les entraîneurs, les cavaliers qui sont propriétaires de nos patients, et l'activité sportive fait partie de leur quotidien, et nous devons les aider à cela, et donc on a également un rôle de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, là, je vous ai parlé beaucoup suivi sanitaire, réglementation, etc. Alors, c'est pas forcément l'activité à laquelle on pense quand on dit je veux être vétérinaire, et en particulier vétérinaire équin. Bien sûr, on pense plutôt aux soins. Alors, il y en a. Hein. L'activité régulière qui est réalisée par les praticiens, c'est généralement des consultations, donc des consultations pour des affections orthopédiques. Des consultations pour des affections qui relèvent plutôt de la médecine, hein, comme des affections respiratoires ou des affections digestives par exemple. On peut aussi faire des consultations pour avis chirurgical dans certains cas, en fonction de l'anomalie présente. Hein. Ça peut être un petit fragment qui se promène dans une articulation, ou encore un problème respiratoire nécessitant une intervention chirurgicale, ou encore une masse cutanée qui pose problème. Et puis on a évidemment tout ce qui est suivi de reproduction. En particulier dans l'aspect gestion d'élevage.
La variété des équidés suivis est assez amusante, hein. Vous avez la photo en haut à droite qui illustre ce grand cheval en face du petit poney. Donc on avait trouvé ça sympathique quand on avait les deux en hospitalisation. On peut également gérer des ânes. Il y en a de plus en plus, hein, dans le cheptel français, parce que l'âne devient un animal de compagnie assez prisé. Donc on a différents types d'animaux. On peut bien sûr avoir des situations très variées, hein. Depuis tout à l'heure, je vous parle soit de professionnels avec de la gestion de cheptel, soit de particuliers. On peut également avoir des animaux qui sont détenus par des associations. Je pense par exemple à la SPA, mais également d'autres associations soit sauvetage d'animaux, soit récupération d'animaux en retraite, par exemple, hein. Les associations qui gèrent par exemple les réformés des courses. Donc c'est pas les mêmes clients, ils vont pas avoir les mêmes besoins, les mêmes attentes. On va avoir des variétés des conditions d'exercice parce que, comme je vous détaillais tout à l'heure les différents types d'exercices, et bien dans certains cas, c'est une activité sur le terrain, en itinérante. Dans d'autres cas, on va avoir une activité uniquement en clinique. Parfois, on va alterner l'un ou l'autre. Donc, l'emploi du temps va être assez variable selon la structure où on travaille, selon éventuellement aussi le type de chevaux avec lesquels on travaille, hein. Par exemple, dans les pur sang, l'activité, c'est surtout le matin, hein, qu'on va aux écuries faire les soins, alors que l'après-midi, c'est beaucoup plus calme. Cette activité peut être variable selon les espèces considérées, voire les moments de l'année, hein, par rapport à une activité, par exemple en gynécologie, qui sera beaucoup plus importante au printemps qu'au mois de décembre. Et encore, ça dépend des espèces, parce que le pur sang, au mois de décembre, on est occupé. Dans les activités également régulières, eh bien, il y a la prise en charge des urgences, je vous en parlais en préambule, avec tout ce que ça implique du côté des gardes. Voilà, il faut assurer une continuité de soins, comme je vous le disais, donc des gardes régulières qui sont en général, bien sûr, réparties au sein d'une équipe, voire qui peuvent être réparties entre structures, hein, quand il y a un réseau qui se met en place dans une région, de façon, encore une fois, à assurer la continuité des soins dont je vous parlais. Et puis, il y a encore une activité qu'il ne faut pas négliger, hein, et on est formé pour ça en tant que vétérinaire, eh bien, c'est toute l'activité des autopsies. Alors, vous avez bien sûr suivi l'actualité, hein. Ces derniers temps, malheureusement, on a des affaires assez malheureuses sur le terrain. Et là, pour le coup, eh bien, le savoir-faire des vétérinaires qui sont formés pour faire des autopsies est très important parce que eh bien, on est amené à mettre en œuvre ces autopsies pour trouver l'origine du décès d'un cheval. Alors, dans le cas présent, on est même presque au niveau d'autopsie médico-légale, hein, parce qu'on recherche vraiment tout ce qui permet d'identifier les anomalies qui ont conduit à la mort de l'animal, mais aussi, si possible, appréhender les malfaiteurs. Après, bien sûr, il y a des autopsies qui correspondent purement au cheval trouvé mort au pré parce qu'il a fait une colique, et on essaie de déterminer quelle était l'anomalie, est-ce que c'était associé à un parasitisme, par exemple, pour pouvoir donner des conseils derrière de suivi pour le propriétaire ou pour l'éleveur. Mais ça fait vraiment partie intégrante du travail, de la même façon que c'est le cas en rural, où on fait également beaucoup d'autopsies. Cette activité régulière nécessite de bien connaître son milieu, donc c'est important. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas cavalier ne peut pas être vétérinaire équin, ça veut dire que ça sera peut-être un peu plus compliqué. Parce que quand on a déjà une bonne connaissance de l'animal et du milieu, c'est plus facile d'appréhender les difficultés potentielles, les relations avec les différents intervenants dans ce milieu. Donc ça, c'est par rapport à l'aspect vraiment activité équine. De façon générale, et ça c'est plutôt une compétence recherchée, quelle que soit l'activité choisie, eh bien, un vétérinaire est censé avoir des compétences d'analyse, parce que, en gros, on vous raconte une histoire, et à partir de cette histoire, qu'on appelle l'anamnèse, eh bien, on doit en tirer des hypothèses et éventuellement des choix diagnostiques ou thérapeutiques. Le vétérinaire doit bien sûr avoir des compétences diagnostiques, il est formé pour cela, hein, être capable de réaliser un examen clinique, savoir quels examens complémentaires doivent être mis en œuvre et comment mettre en œuvre ces examens complémentaires, ou comment faire en sorte qu'ils soient mis en œuvre chez l'animal en référant l'animal dans une structure, par exemple. Euh, il a également des compétences de traitement, avec les compétences de prise en charge, avec des actes techniques qui doivent être réalisés, la gestion pharmaceutique avec la réglementation qui va avec, hein, comme je vous l'exposais préalablement, et doit avoir, et ça c'est très important,
pas que pour être vétérinaire, mais ça fonctionne beaucoup mieux dans plein de métiers, mais en particulier quand on travaille dans une équipe, des compétences en communication et en relations humaines. En tant que vétérinaire, on travaille souvent dans une équipe avec différents niveaux hiérarchiques, différents types de personnes, du personnel technique, du secrétariat, beaucoup d'interactions avec des clients. Hein, tout ça, ça nécessite de communiquer correctement. Et puis, on parlait tout à l'heure de fin de vie. La fin de vie, c'est vraiment quelque chose de particulier. Hein. Il faut vous rendre compte que, en tant que vétérinaire, on a une responsabilité qu'on n'a pas en humaine. Alors, ça, c'est un autre débat, hein, mais c'est la gestion de la fin de vie et de décider de l'euthanasie d'un animal. Or, ça, c'est une charge psychologique assez importante que tout le monde n'est pas capable de tenir, mais surtout qui nécessite des compétences presque de psychothérapeute hein, par rapport aux propriétaires. La fin de vie, d'aucuns pourraient vous dire bah, c'est des injections, c'est vraiment une prise en charge d'une personne qui a accompagné son animal, qui a vécu des choses avec. C'est un moment douloureux pour le propriétaire et ça nécessite vraiment de prendre le temps et de faire les choses correctement. L'euthanasie est probablement un acte qui est difficile hein, par rapport à d'autres actes techniques à réaliser pour le faire correctement et c'est vraiment important d'y attacher l'importance nécessaire. Et puis, je terminerai cette analyse des compétences nécessaires pour être vétérinaire et vétérinaire équin en particulier. Ben, c'est des compétences en management, hein, parce que je vous disais, il y a une équipe, on doit communiquer avec différentes personnes, il y a pas mal de réglementations qu'il faut suivre. L'administratif, c'est quand même une part importante de notre travail, et il faut savoir gérer tout ce petit monde, et avec en particulier une activité qui varie en itinérante sur le terrain, en clinique, eh bien, il faut être un petit peu multifonction et savoir gérer les équipes correctement pour que ça fonctionne bien. Alors je pourrais ajouter aussi qu'il faut essayer de ne pas être fatigable parce que ça aide beaucoup quand même. Mais après on peut bien sûr adapter son activité en fonction de ses particularités physiques. Je vous disais donc que, outre au sein du milieu les relations avec les propriétaires, eh ben, il y a aussi des relations interprofessionnelles. Hein. Encore une fois, la connaissance du milieu aide pas mal. On va avoir des relations avec les maréchaux, avec les ostéopathes, avec d'autres potentiellement personnes qui vont réaliser de ce qu'on appelle de la médecine non conventionnelle, avec l'importance de bien conseiller les propriétaires sur le choix du professionnel qu'ils vont choisir dans ces différentes, différentes disciplines, parce que, écoutez, les ostéopathes, il y en a énormément sur le marché, hein, pour prendre un exemple précis. Il y a des gens qui sont très très bien, puis il y a des gens qui sont un peu moins bien formés, et là, notre rôle est aussi de permettre l'interaction des détenteurs et propriétaires d'équidés avec ces autres professions qui gravitent autour du soin au cheval. On a également des relations avec le milieu des sports équestres, hein, avec des professionnels, et des relations avec les associations, comme je le précisais tout à l'heure. Comme le vétérinaire est le professionnel de référence pour les soins et la santé du cheval, eh bien, lui, il doit interagir avec ces différentes professions, faire en sorte que ça se passe bien. C'est toujours mieux quand on communique et qu'on arrive à travailler ensemble, plutôt que quand on se tape dessus. Ça, c'est valable dans plein de domaines, mais c'est en particulier valable pour le milieu vétérinaire. On a longtemps mis en exergue la relation compliquée entre les vétérinaires et les maréchaux. Moi, pour ma part, je travaille avec des maréchaux et ça se passe très bien. Je pense qu'encore une fois, tout est question de communication et de clarté quand on interagit pour que ça se passe au mieux. Quand le praticien équin travaille dans une clinique de référé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec en particulier les centres hospitaliers vétérinaires ou les centres hospitaliers universitaires vétérinaires, eh bien l'activité va être un petit peu variable. Il va y avoir effectivement de la gestion de cas en première intention. Ce qu'on appelle la première intention, c'est quand on est le premier praticien à intervenir sur un cheval, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va faire le plus. En tant que praticien travaillant dans une clinique de référé ou d'un centre hospitalier vétérinaire, on aura plus souvent de la gestion de cas dits de seconde intention, c'est-à-dire qu'ils sont donc référés pour des examens plus spécialisés, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour la réalisation d'examens complémentaires avec des techniques avancées. Vous voyez en bas à gauche une reconstitution 3D d'une tête et d'une colonne cervicale de cheval. C'est une image de scanner qui a été réalisée au CIRAL, hein, qui est notre plateforme d'imagerie en Normandie. On pourra également
sans avoir nécessité de réaliser des chirurgies. La photo du milieu, c'est une petite jument qui avait eu la mauvaise idée de rencontrer eh bien, un objet contondant qui lui avait un peu enfoncé les sinus, donc on l'a tout réparé comme il fallait, mais bon, c'était un petit peu impressionnant quand il a fallu aller voir tous les traits de fracture. Et puis, les centres hospitaliers vétérinaires permettent de réaliser des soins intensifs. Vous avez deux illustrations, hein, à droite, en haut, un petit poulain qui est placé en soins intensifs de néonatologie, et puis en dessous, eh bien, ce qui nous arrive très fréquemment, c'est-à-dire d'avoir un cheval en soins intensifs avec de multiples pompes à perfusion qui lui apportent un certain nombre de traitements et qui prennent un malin plaisir à régulièrement se boucher avec des bulles d'air, biper dans tous les sens. Et puis, plus le cas est complexe, plus il y a de pompes. Et Léna pourrait vous en parler longtemps. Donc, c'est vraiment, mais il faut comprendre que la réalisation de soins intensifs en milieu vétérinaire, aussi bien chez les petits animaux que chez les équidés, c'est vraiment du soin intensif complet. Voilà, on pousse assez loin la prise en charge. À titre anecdotique, quelques autres domaines d'intervention du vétérinaire. Le vétérinaire, parfois, est un vétérinaire pompier qui va intervenir dans un cadre urgentiste, dans des conditions extrêmes, qui va devoir collaborer avec des pompiers pour des évacuations. Donc là, vous avez des exemples d'évacuations réalisées sur le terrain qui m'ont été envoyés par des confrères. Et vous voyez que la prise en charge est vraiment complexe. Il faut parfois les sortir de trous, aller les chercher. Là en bas, vous avez un poney qui avait réussi à tomber dans la forêt de Fontainebleau entre les magnifiques rochers qu'il y a là-bas pour se promener et faire de l'escalade. Enfin, en ce moment, on est un peu privé. Mais il était bien coincé et donc il a fallu le sortir à l'aide de sangles. Et ça, c'est pas si rare que ça. Hein. Ça arrive quand même régulièrement qu'on doive aller aider ou en tout cas ou passer du matériel pour ramasser un animal qui s'est trouvé coincé dans une situation fâcheuse. Autre domaine d'activité que j'exerce d'ailleurs, c'est les vétérinaires sur des événements sportifs, avec soit on va dire un rôle de vétérinaire officiel, hein, le cadre réglementaire de la Fédération équestre internationale, où on est là pour veiller au maintien, au bon déroulement des opérations, des événements, mais également au respect de la réglementation. Ou alors, on peut être vétérinaire traitant, donc moi j'exerce parfois l'un un rôle, parfois l'autre, avec des photos là, qui ont été prises aux Jeux équestres mondiaux en 2014, où on va intervenir sur le terrain pour aller récupérer des chevaux, intervenir en première intention, évacuer des chevaux si nécessaire, ou encore aux écuries, les traiter si jamais, eh bien, malheureusement, ils se sont blessés. Donc ça fait aussi partie de l'activité du vétérinaire équin qui travaille avec des athlètes chevaux. À l'occasion, ça c'est plus pour la petite histoire, eh bien on fait autre chose que du cheval, parce on est formé pour faire du grand animal. Et vous voyez ici deux illustrations de vie sauvage, d'animaux qui étaient soit des animaux de zoo, soit des animaux de parc animalier, et qui ont été pris en charge pour des interventions chirurgicales, que ce soit à la clinique ou même sur le terrain, au zoo où j'étais allée opérer. Ça vous montre qu'on peut diversifier les activités. Je souhaitais finir par quand même un point important, eh bien, c'est que quand on travaille avec les chevaux, on doit faire, enfin, en tout cas prendre en considération ce qu'on appelle les risques professionnels. Eh bien, le cheval, vous allez me dire que vous le savez, mais n'est pas un hamster. Je prends souvent cet exemple parce que le hamster peut mordre, mais il va rarement vous écraser le pied, vous scotcher contre un mur ou vous tomber dessus. Et comme le cheval fait 500 kg en moyenne, eh bien, lorsqu'on se retrouve dans une situation fâcheuse de ce point de vue-là, eh bien, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est un animal qui a du caractère, qui peut être très réactif. Quand on est vétérinaire de terrain, eh ben, on a des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. On fait des kilomètres, on va avoir des chevaux un peu partout. On fait des examens dans des conditions pas toujours optimales parce qu'on n'est pas forcément dans une clinique avec ce qu'il faut pour faire la contention. On doit parfois déférer les chevaux et ça tire un peu sur le dos. Donc, on sait qu'il y a des risques professionnels non négligeables dans le milieu équin en particulier. Il y avait une thèse vétérinaire en 2004 et qui a été complétée par une étude en milieu vétérinaire en 2013 et un rapport international en 2017 fait par donnant des données anglaises qui ont montré que eh bien, chez les vétérinaires équins, en gros 70% d'entre eux auraient un accident au cours de leur carrière, avec en moyenne 7 à 8 blessures sur une durée de 30 ans de carrière. Les accidents étant de façon préférentielle localisés au bras ou à la tête, et dans 70% des cas, eh bien, ce sont des coups de pied.
avec quand même, dans 15% des cas, des séquelles. Alors ça, c'est pas pour vous faire peur et vous dire surtout ne soyez pas vétérinaire équin, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il est absolument important de se placer dans les bonnes positions, assurer la contention correctement. Vous avez ici 2 illustrations à droite. En haut, une illustration d'un vétérinaire qui est en train de faire une palpation transrectale pour évaluer une colique. Et vous constatez que l'animal est tenu par quelqu'un, qu'il y a une deuxième personne qui tient un pied levé, bref, et que le vétérinaire est très attentif à tout ce qui se passe. Et de la même façon, vous avez eu la deuxième photo qui montre la façon de se positionner quand on s'approche d'un postérieur, la façon dont la personne tient le cheval est positionnée, et tout ça c'est vraiment important d'intégrer ces conditions de sécurité et l'importance de la communication avec les personnes qui sont présentes et l'anticipation de tout ce qui va pouvoir se passer, parce que le risque professionnel est vraiment non négligeable. Pour ma part, j'ai déjà eu 2 accidents avec des chevaux, je m'en suis sortie plutôt pas mal, mais un tout petit moment d'inattention peut occasionner que vous vous retrouvez projeté 3 mètres plus loin, les fesses dans les rosiers. C'est ce qui m'était arrivé lors d'un test de flexion tout bête, sur un cheval qui avait l'air tout gentil, mais voilà, c'était pas le moment. Donc il faut vraiment rester vigilant de façon générale. Pour terminer, un petit rappel du cursus pour être vétérinaire équin. Alors, c'est en train d'évoluer, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a une voie post-bac qui est en train de s'ouvrir, mais jusqu'ici, eh bien, pour rentrer en école vétérinaire, il y avait différents types de concours, et ensuite, eh bien, 5 ans d'études, dont la 5e année est une étude. Ah, c'est mon truc automatique qui défile. La 5e année est une formation plus poussée vers les chevaux, qui peut être fait en équine ou en mixte équine bovine à l'école vétérinaire d'Alfort actuellement. On a dans les tuyaux une possible mixte équine canine, mais elle est encore en cours de préparation. Quand ensuite on veut aller un petit peu plus loin, eh ben on fait comme l'ENA, on fait un internat. Alors j'ai mis généralement pour équine pure, en fait c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui font de la mixte derrière, donc c'est simplement quand on veut aller pousser un petit peu plus les choses. Et puis ensuite, si on le souhaite, eh ben, on peut faire une filière de spécialisation avec éventuellement une résidence et partir vers des diplômes plus spécialisés de médecin, de chirurgien, bref, comme j'ai fait, et que ceux que certaines personnes choisissent. Enfin, vous constatez que toutes ces formations complémentaires, eh bien, sont aussi l'occasion de moments conviviaux. Alors, si on mettait ces images à l'heure actuelle, on aurait tous des masques, bien évidemment, mais on fait de l'enseignement auprès des étudiants, des internes, et puis c'est aussi des moments d'équipe qui permettent de partager des moments conviviaux tout en travaillant dans la bonne humeur. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette présentation. Je vais maintenant fermer ce PowerPoint, si mon ordinateur veut bien faire ce que je veux, et revenir à la présentation Teams, de façon à ce que vous puissiez poser des questions. Voilà, donc normalement, vous n'êtes plus censé voir mon PowerPoint. Et je vais demander à Léna également d'ouvrir son micro. Et puis, je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions à l'oral, auquel cas il faut activer votre micro, mais il ne faut pas le faire tous en même temps. Ah, j'ai déjà des questions dans le chat. Alors, il y a peut-être beaucoup de questions dans le chat que je n'ai pas vues parce qu'on me les a posées au fur et à mesure. Alors, je vais vérifier. Toc, 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 toc. Hop. Et non, c'était bien la première question. Alors, la première question est la pratique d'injection intraveineuse dans le but d'une sédation est interdite aux particuliers, cependant, durant certains stages des vétérinaires ou des responsables des... Et de plus, cela nous apporte des atouts lors d'un oral de motivation, de concours. Qu'en pensez-vous? Alors, la personne qui a posé la question fait des stages de quoi? Vous pouvez ouvrir votre micro? Non? Vous voulez pas ouvrir votre micro? Parce que j'aurais souhaité savoir, c'est... Alors, les micros sont coupés, je vais essayer de les réactiver pour les participants. Bon, si ça marche pas, sinon il peut peut-être me répondre dans le chat. C'est simplement, j'aimerais comprendre, parce que la question dit durant certains stages. J'aimerais savoir quel type de stage. Vous pouvez me répondre dans le chat également. Bon, je ne vais pas avoir ma réponse.
Alors, si jamais un praticien vous fait faire une injection intraveineuse lors d'un stage, c'est de sa responsabilité. Je pense que c'est pour ça que je voulais savoir quel type de stage, parce qu'en fait, ça dépend de votre niveau et le cadre du stage en question. Exemple, parfois en stage en élevage. D'accord. Donc j'en conclus que vous êtes en filière BTS, par exemple. C'est ça? J'essaie d'avoir le fin mot de l'histoire, mais non, en licence biologique, d'accord. Alors, encore une fois, pourquoi pas? Moi c'est pas, je ne suis pas opposée à ce qu'on fasse faire des actes à un stagiaire. Ceci étant, il faut faire attention bien sûr qu'il n'y ait pas de conséquences, et c'est de la responsabilité du professionnel. Je pense par contre que c'est purement du choix de la personne qui vous encadre de vous la faire faire et de vous l'apprendre. Voilà ce que je peux en dire. Euh, Est-ce que les places sont limitées pour faire un internat? Oui, absolument. Je prends les questions dans l'ordre d'apparition, hein. Les places sont limitées pour faire un internat et je pense que je vais laisser Léna répondre pour cette question-là. Oui, effectivement, c'est limité. Donc, en fait, on doit passer un concours pour rentrer dans l'internat public. Donc, il y a d'abord une sélection sur dossier. Donc, on doit monter un dossier avec des lettres de recommandation, lettres de motivation et CV. Et une fois que c'est fait, on passe d'abord un écrit. Donc, c'est vraiment sur des connaissances théoriques. Et ensuite, on a un oral qui est un peu plus axé entretien pour, je pense, déceler un peu plus notre personnalité et voir si ça va coller avec un internat ou pas. Et ensuite, on est classé et en fonction du classement, on peut choisir quelle école on voudra pour réaliser notre internat. Tout à fait. Donc ça, voilà, ça dépend. Alors là, on vous parle purement de ce qu'on appelle les internats publics, hein, ce qui est la seule formation qui actuellement permet d'avoir réellement un diplôme d'internat de façon courante, on va dire dans le langage trivial au sens vulgarisation du terme. Il y a également ce qu'on appelle des internats privés. C'est en fait plutôt des stages de formation longue durée, parce que ça ne donne pas lieu à un diplôme d'internat, hein, qui est vraiment purement réalisé au domaine public, mais qui correspond aussi à des formations un peu plus spécialisées qu'on peut réaliser en tant que jeune collaborateur. Mais là, ça ne relève pas du tout de la même, on va dire, sélection. Ça, c'est au choix des cliniques qui engagent des personnes dans ce cadre-là, alors qu'effectivement, en termes d'internat public, c'est un concours national, avec un dossier et un examen. Alors, en tant que propriétaire, sommes-nous dans la pratique de médecine illégale lorsque nous réalisons des soins de premier secours en attendant le vétérinaire? Alors, en fait, lorsqu'on a un cheval, généralement, il est dans un centre équestre, le plus souvent. Le centre équestre en question a ce qu'on appelle on va dire un contrat de suivi sanitaire avec un vétérinaire traitant. Et dans le cadre de ce contrat, eh bien, les gérants, par exemple, de la structure, et éventuellement ils le délèguent au propriétaire, ça pourrait arriver, peuvent être autorisés à faire des injections de première intention. Il y a d'ailleurs une pharmacie, hein, qui est spécifiquement prévue dans le cadre de ce suivi sanitaire et qui est déterminée précisément. Donc c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans la pratique de médecine illégale parce que c'est encadré par un contrat de suivi. Vous avez parlé de relations interprofessionnelles. Avez-vous des relations avec les naturopathes animaliers? Alors moi, personnellement, non. Parce que dans le cadre de mon travail, je travaille donc en école vétérinaire et donc je ne travaille pas avec ces personnes-là. Les personnes avec qui on a des relations de façon générale en tant que professionnels sur le terrain, c'est idéalement des personnes diplômées. C'est-à-dire des gens qui ont suivi une formation officielle d'ostéopathie, des formations officielles de phytothérapie, hein, il y a un DE de phytothérapie qui existe. Je n'ai pas d'expérience de relation avec un naturopathe qui n'est pas passé par une école spécifique. J'espère que ça répond à la question. Donc j'ai donné la réponse concernant les injections déjà. La visite obligatoire s'adresse-t-elle aussi aux propriétaires d'un seul cheval? Donc, la visite sanitaire obligatoire, normalement, eh bien, elle s'adresse aux propriétaires, si je ne me trompe pas, parce qu'encore une fois, ce n'est pas ce que je fais moi tous les jours, mais elle s'adresse aux propriétaires à partir de 3 chevaux.
à ma connaissance, réglementairement. Donc ça, vous pouvez vérifier avec votre vétérinaire traitant, hein, mais théoriquement, elle est absolument obligatoire à partir de n égale 3. Ceci étant, ce serait relativement conseillé de le faire à partir du moment où on est détenteur d'équidés. Ça éviterait des problématiques et surtout ça permettrait de renforcer la culture générale de l'ensemble des détenteurs d'équidés. Pour organiser cette visite, eh bien, c'est pas du tout une visite surprise, hein, c'est une visite convenue, voilà, c'est en fait un rendez-vous, hein, de visite sanitaire. C'est pas un contrôle surprise. Bonjour, est-il possible pour des élèves de seconde année en DUT génie biologique de faire des stages dans vos unités de recherche? Alors là, je ne sais pas. C'est-à-dire que la recherche que je fais, moi, c'est de la recherche clinique. Donc, on prend des élèves, en général des élèves plutôt de licence. Ceci étant, je pense que si on fait du génie biologique avec plutôt une orientation recherche fondamentale, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Mais il faudrait s'adresser plutôt lors de la conférence plutôt formation recherche, hein, j'imagine qu'il y en a une, pour répondre plus précisément à cette question-là. Quelle est la situation des vétérinaires équins dans les régions du sud de la France par rapport à la Normandie? Moins de chevaux, donc moins de praticiens. Alors moins de praticiens et beaucoup de travail. Parce que j'en connais quelques-uns et ils ne chôment pas. Donc je peux vous dire qu'il y a du travail dans le sud de la France. Combien d'internats publics existent en France? Ça, c'est pour l'ENA. Donc, il existe 4 internats publics en France dans les 4 écoles françaises. Et ils sont situés du coup à Maison-Alfort, donc on travaille sur Maison-Alfort entre le Ciral en Normandie et le site de Maison-Alfort. Ensuite, il y a celui de Lyon, celui de Nantes et celui de Toulouse. Tout à fait. Donc, c'est vraiment les 4 écoles vétérinaires. Les 2 CHV privés, hein, donc, qui ne sont pas des CHV universitaires en France, sont le centre hospitalier vétérinaire du Livet, qui se situe en Normandie, et le centre hospitalier vétérinaire de la clinique du cheval, qui se situe du côté de Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. Je suis intéressée par la formation vétérinaire équine. Ce montant, on a dissuadé de la faire car les vétérinaires travaillent entre autres avec des élevages et d'après eux, les éleveurs rabaissent les vétérinaires ils leur diagnostiquent et la prise en charge proposée ou essaient de trouver des compromis sur le traitement. Oui, alors ça c'est une réalité économique, hein. Évidemment, si vous dites à un éleveur que ça va coûter tant, lui, il va essayer de vous trouver une autre option où ça coûte moins cher. Mais ça, c'est une réalité économique. C'est pas le problème de rabaisser les vétérinaires. Je suis pas d'accord avec cette assertion. Ensuite, je vois pas pourquoi ça serait quelque chose qui dissuaderait de faire cette formation parce qu'on travaille pas qu'avec des éleveurs. Et oui, le métier de vétérinaire équin, c'est pas forcément facile. Il faut gérer un patient et un propriétaire de patient, c'est-à-dire un client, avec des contraintes économiques, mais ça fait partie du job. Voilà, donc il faut le savoir dès le départ, et après, on n'est pas forcément obligé de travailler, enfin, on peut éduquer sa clientèle, comme on dit. Est-il possible d'effectuer des stages au CIRAL quand notre projet professionnel est de faire de l'équine pure et dans le but d'améliorer notre dossier d'examen en entrée d'école vétérinaire? Alors, non à ma connaissance, mais vous pouvez toujours leur poser la question. Le CIRAL prend des stagiaires qui sont en école vétérinaire ou des stagiaires plutôt orientés recherche, hein, dans un stage recherche. Je ne crois pas, je ne suis pas sûre à 100%, mais je ne crois pas qu'ils prennent des stagiaires en cursus de formation vétérinaire. Léna, est-ce que tu peux éventuellement apporter des éléments de réponse? Tu as déjà vu des stagiaires qui étaient, on va dire, en préparation de concours? Non, j'en ai jamais vu. C'était toujours des personnes qui étaient effectivement soit en école véto, soit déjà vétérinaires et qui faisaient un stage. Je pense que d'un point de vue assurance, c'est un petit peu compliqué. Oui, je pense aussi. Le centre du CIRAL, c'est quand même un centre très spécialisé, donc c'est compliqué de faire ça. Cette année, vous ne prenez pas de personnes en stage en licence en raison des conditions sanitaires. Je confirme que cette année est extrêmement complexe à plein d'égards et en particulier pour les stages. Donc, pour l'instant, on avait des stagiaires prévus et on nous a demandé de, pour l'instant, les reporter. En tout cas, pour les stagiaires qui étaient prévus en novembre et en décembre, je ne suis absolument pas capable de vous dire ce qu'il en sera des conditions du printemps, comme tout le monde en France. Comment est-ce que les activités se répartissent entre le CIRAL et Maison-Alfort? Je suppose que c'est Léna. ça, du coup. Oui, alors, donc en fait, quand on est à Maison-Alfort, on tourne sur des rotations qui sont organisées. Donc, on a une rotation de médecine, une rotation de chirurgie, une rotation anesthésie locaux.
Et ensuite, des rotations éventuellement de nuit et d'urgence. Donc là, on fait vraiment un petit peu de tout. En général, on passe 2 semaines dans chaque service et on tourne. Et ensuite, on passe donc entre 17 et 19 semaines au CIRAL, où là, on fait vraiment uniquement de la locomotion. Et donc, on fait ces 19, c'est environ 18 semaines au CIRAL, et tout le reste du temps, on est à Maison Alfort, sauf on a également un mois de reproduction qui se passe normalement à Nantes. Ok. Bonjour, quel est le salaire moyen d'un vétérinaire équin? Oula, très variable, mon ami. Ça dépend complètement de la branche dans laquelle on travaille. Et j'avoue que j'aurais du mal à répondre à la question vu que je suis fonctionnaire. Léna, tu as des éléments de réponse? Honnêtement, pas trop, parce que je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la Oui. région, de l'ambulante ou de la clinique. C'est extrêmement variable. Oui, ce qui est sûr par contre, c'est que le salaire d'un vétérinaire équin en tant que salarié est régi par ce qu'on appelle la convention collective. Et donc, il est indexé sur l'expérience de la personne et il va évoluer en fonction de l'expérience du vétérinaire en question. Alors, je ne comprends pas bien la question suivante qui est: est-il possible de faire une thèse en lien avec les chevaux sans être vétérinaire? Une thèse de quoi? Parce qu'en fait, nous, quand on parle de thèse, c'est une thèse vétérinaire hein, d'accéder au diplôme de docteur vétérinaire. Donc, je ne sais pas de quel type de thèse la personne parle. Quel est le cursus à suivre pour accéder à la formation ostéopathe? Alors là, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a un cursus, il y a un diplôme d'école, si je ne me trompe pas, interécole qui est proposé. Et il y a également 2 écoles d'ostéopathie officielles qui peuvent permettre d'accéder à la formation ostéopathe. Une chose est sûre, c'est que l'expérience de terrain montre que c'est bien d'être vétérinaire et ostéopathe plutôt que ostéopathe tout court. Voilà, d'un point de vue mise en œuvre de l'approche multifactorielle. Et on va répondre à la dernière parce que je pense qu'on est au bout du temps. Les 4 écoles proposent-elles la spécialité équine en 5e année? Tu y réponds, Léna? Oui, normalement, oui, elle propose toute la spécialité équine. Après, chacune a ses spécificités en termes d'organisation, vraiment du temps de l'année. Mais oui, normalement, elle est proposée dans toutes les écoles. Tout à fait. Donc pour le moment, voilà, c'est possible dans toutes les écoles. Donc écoutez, je vous laisse, je vous salue, passez une bonne fin de journée et puis allez donc voir les autres secteurs. C'est important de s'ouvrir l'esprit à tout ce qui est possible parce que le métier de vétérinaire, c'est quand même quelque chose de très vaste. Au revoir.